Et si la personne qui vous élève depuis toujours vous cachait une vérité capable de briser toute votre identité? Auriez-vous le courage de continuer à vivre normalement, en sachant que votre place dans cette famille repose peut-être sur un mensonge? Lyon, France, en 1958. Dans un petit atelier photographique de quartier, une famille pose pour un portrait qui semble parfaitement ordinaire. Un père, une mère et leur fille adolescente. Rien ne laisse deviner que derrière ce sourire figé se cache un secret construit pendant des années, nourri par la peur, le silence et l'apparence sociale. Mais ce que personne ne pouvait imaginer à ce moment-là, c'est que cette photographie deviendrait, des décennies plus tard, la clé d'une vérité longtemps étouffée. Une vérité que quelqu'un finirait par avouer, bien trop tard. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de réalités humaines, où un simple portrait révèle jusqu'où une famille peut aller pour préserver une illusion, et le prix intime que cela fait payer à un enfant. Avant de commencer, si vous aimez les histoires profondes, humaines et chargées de sens, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Laissez un like pour soutenir ce travail, et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ces histoires existent parce que des personnes comme vous prennent le temps d'écouter, de ressentir et de réfléchir. Lyon, France. Une photographie de famille qui semble ordinaire cache le mensonge le plus cruel qu'une enfant puisse vivre. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi Josette sourit sur cette photo, alors qu'elle sait déjà qu'elle ne sera jamais vraiment aimée. Cette histoire commence avec un portrait trouvé dans un tiroir oublié, 60 ans après avoir été pris. Un simple portrait de 3 personnes dans un petit atelier photographique de quartier. Mais ce qui a choqué la personne qui l'a découvert, ce n'était pas l'image elle-même, c'était l'inscription au dos, écrite d'une main tremblante des années plus tard. Le jour où j'ai compris que j'étais une étrangère dans ma propre maison. Les archives municipales de Lyon confirment que ce portrait a été commandé par Odile Marceau en avril 1958, payé comptant, retiré 3 jours plus tard. Mais regardez bien cette photographie. Regardez la distance entre ces 3 personnes. La main de l'homme qui effleure à peine l'épaule de l'adolescente, le sourire figé de la femme, et surtout, regardez les yeux de cette jeune fille de 13 ans. C'est le regard de quelqu'un qui sait un terrible secret. Un secret qui coûterait tout si quelqu'un découvrait la vérité. Voici Josette, 13 ans. Cheveux tressés si serrés qu'ils lui font mal au cuir chevelu. Robe qu'elle déteste mais qu'elle porte parce qu'on lui a dit de collaborer. Posture droite, parce qu'on lui a appris que les filles bien élevées ne se plaignent jamais. Mais Josette garde un secret que même sa propre famille ignore qu'elle connaît. Depuis l'âge de 6 ans, elle sait qu'elle n'appartient pas à cette maison. Ce n'était pas une révélation soudaine. C'était une accumulation de petits détails que seul un enfant remarque. La façon dont Odile, sa supposée mère, la touchait toujours avec gants. La manière dont Marcel, son supposé père, détournait le regard quand elle essayait de le prendre par la main. Les voisines qui chuchotaient quand elle passait, elle ne ressemble à aucun des deux. Tu ne trouves pas? Et puis il y avait cette nuit, quand Josette avait 7 ans. Elle s'était réveillée en entendant des voix dans le salon. Odile criait, ce qui était rare. Marcel répondait faiblement, ce qui était habituel. Et entre les mots étouffés, Josette avait entendu une phrase qui avait glacé son sang d'enfant. Nous aurions dû la laisser aux autorités. Maintenant il est trop tard. Mais ce que Josette ne savait pas, c'est pourquoi ses parents mentaient. Et surtout, elle ne savait pas qu'en ce moment précis, dans cet atelier photographique d'avril 1958, quelqu'un allait presque révéler la vérité. Parce que ce jour-là, quand ils sont entrés dans l'atelier du photographe, quelque chose d'étrange s'est produit. Monsieur Beaumont, le photographe, un homme dans la soixantaine qui avait passé toute sa vie à capturer des familles lyonnaises, a regardé Josette avec une expression troublée. Il a posé son appareil et a dit, presque pour lui-même, « Cette petite, elle me rappelle quelqu'un. » Odile s'est raidie immédiatement. Sa voix est devenue cassante. « Monsieur, nous sommes pressés. Pouvons-nous procéder ?» Mais le photographe continuait à fixer Josette. « Non, vraiment. Ses yeux. J'ai photographié une jeune femme il y a longtemps, en 1944, juste avant. Enfin, elle avait exactement les mêmes yeux. »
Le silence qui a suivi était si lourd que Josette pouvait entendre son propre cœur battre. Marcel a toussé nerveusement. Odile a serré son sac à main si fort que ses jointures sont devenues blanches. Et le photographe, sentant qu'il avait dit quelque chose de déplacé, s'est excusé rapidement et a commencé à préparer son équipement. Mais pour Josette, ce moment a tout changé, parce qu'elle venait de comprendre que son secret n'était peut-être pas seulement le sien. « Mettez-vous en place, s'il vous plaît », a dit Monsieur Beaumont. « Monsieur, posez votre main sur l'épaule de votre fille. » Marcel a hésité, juste une seconde. Mais une seconde qui a semblé durer une éternité pour Josette. Sa main s'est levée, puis s'est arrêtée dans l'air, comme si elle était trop lourde à poser. Odile a fait un pas en avant, irritée. « Marcel, faites ce que monsieur vous demande. » Il l'a fait. Mais sa main a atterri si légèrement sur l'épaule de Josette qu'elle sentait à peine son poids. Comme s'il avait peur de la toucher. Comme s'il avait peur que le contact révèle ce qu'ils cachaient tous. « Souriez », a ordonné le photographe. Le flash s'est préparé. Odile a forcé un sourire parfait, pratiqué devant le miroir pendant des années. Marcel a tenté un semblant de sourire qui ressemblait plus à une grimace de douleur. Et Josette, cette jeune fille de 13 ans qui savait déjà qu'elle était un mensonge vivant, a fait quelque chose d'inattendu. Elle a souri. Vraiment souri. Pas parce qu'elle était heureuse, mais parce qu'elle venait de comprendre que si elle voulait découvrir la vérité, elle devait jouer le jeu encore un peu plus longtemps. Elle devait faire semblant d'être la fille parfaite qu'Odile voulait montrer au monde. Elle devait collaborer avec le mensonge pour un jour le détruire. Le flash a éclaté. L'image a été capturée. 3 personnes dans un cadre, liées par le sang selon le monde extérieur, séparées par la vérité selon leur cœur. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que cette photographie deviendrait la preuve. Pas la preuve de l'amour familial, mais la preuve qu'un mensonge, même parfaitement construit, laisse toujours des traces visibles pour ceux qui savent tout regarder. Et ce que Josette ne savait pas encore, c'est que dans exactement 7 ans, ce portrait serait la seule chose qu'elle emporterait en quittant cette maison pour toujours. Parce que dans 7 ans, quelqu'un allait enfin avouer avoir menti toute sa vie. Mais pour comprendre comment nous sommes arrivés à ce moment dans l'atelier photographique, nous devons revenir en arrière. 6 mois avant la photo, quand Josette avait encore l'espoir stupide qu'elle pourrait un jour être vraiment aimée. Quand elle croyait encore aux fins heureuses. Nous devons revenir au moment où tout a vraiment commencé à se fissurer. Septembre 1957. 6 mois avant la photographie. Lyon vivait encore dans l'ombre des guerres qui avaient déchiré le siècle. Les rues portaient encore les cicatrices des bombardements, même si on les avait reconstruites. Mais certaines cicatrices étaient invisibles. Elles vivaient dans les cœurs des gens qui avaient survécu. Dans la maison des Marceaux, rue de la République, ces cicatrices s'appelaient « Silence ». Des journaux intimes retrouvés dans les années 80, écrits par des femmes de l'époque, décrivent cette atmosphère particulière de l'après-guerre à Lyon. Les familles gardaient des secrets. Tout le monde cachait quelque chose. Une collaboration passée, un parent perdu, un enfant né du mauvais côté de l'histoire. Et on ne parlait jamais. Parler, c'était risquer d'exposer la honte. Odile Marceau excellait dans le silence. Elle venait d'une famille ancienne de Lyon, une famille où l'on apprenait dès l'enfance que l'apparence comptait plus que la vérité. Son père, ancien notaire, lui avait répété toute sa vie « Ce que les gens pensent de toi définit ce que tu es ». Et Odile avait bâti toute son existence sur cette phrase. À 40 ans, elle était l'image de la respectabilité, cheveux toujours impeccables, vêtements toujours soignés, posture toujours droite. Elle était membre du comité de l'église, organisait des collectes pour les pauvres et souriait à tous ses voisins avec la même perfection glacée. Mais derrière les portes fermées de sa maison, Odile vivait dans la terreur que quelqu'un découvre que sa vie entière était une mise en scène, que la petite fille qu'elle appelait sa fille n'était pas sa fille. Et surtout, la terreur que cette petite fille elle-même découvre la vérité et décide de parler. Parce que si Josette parlait, tout s'effondrerait. La réputation, le respect, la place dans la société.
Tout ce pourquoi Odile avait sacrifié son humanité disparaîtrait en une seule révélation. Alors elle contrôlait tout, chaque geste de Josette, chaque mot, chaque sortie, chaque ami. Ce soir de septembre 1957, Josette était rentrée de l'école avec 15 minutes de retard. 15 minutes seulement. Elle avait traîné avec une camarade de classe, parlant de choses insignifiantes comme font les adolescentes. Mais quand elle a poussé la porte de la maison, Odile l'attendait dans l'entrée, bras croisés, visage fermé. « Où étais-tu » La voix d'Odile était calme, trop calme. C'était toujours plus effrayant quand elle ne criait pas. « J'ai parlé avec Brigitte, maman, juste quelques minutes. » Brigitte. Odile a répété le nom comme s'il était une maladie. La fille du boulanger. Une fille sans éducation, sans avenir, et tu perds ton temps avec elle. Josette a baissé les yeux. Elle avait appris depuis longtemps qu'argumenter ne servait à rien. Mais ce jour-là, quelque chose en elle s'est rebellé. Peut-être l'adolescence, peut-être la fatigue d'être toujours contrôlée. Elle a murmuré, presque pour elle-même. « Elle est gentille avec moi, c'est déjà beaucoup. » Le silence qui a suivi était dangereux. Puis Odile a fait quelque chose qu'elle faisait rarement. Elle s'est approchée de Josette et a saisi son menton, forçant la jeune fille à la regarder dans les yeux. « Écoute-moi bien, Josette. Tu as une vie confortable ici. Tu as un toit, des vêtements, de la nourriture, une éducation. Des choses que beaucoup d'enfants n'ont pas eues après la guerre. Tu devrais montrer de la gratitude au lieu de traîner avec n'importe qui dans la rue. » C'était la première fois qu'Odile utilisait ce mot. Gratitude. Comme si l'amour parental était un service qui demandait remboursement. Josette a senti quelque chose se briser en elle. Elle a reculé, libérant son visage de la main d'Odile, et a dit d'une voix qu'elle ne se connaissait pas. « De la gratitude pourquoi ? Pour être traitée comme une invitée dans ma propre maison ?» Odile a pâli. Marcel, qui assistait à la scène depuis le salon, s'est levé précipitamment. « Josette, monte dans ta chambre, maintenant !» Mais Josette ne bougeait pas. Pour la première fois de sa vie, elle tenait tête. « Pourquoi vous ne m'embrassez jamais ? Pourquoi vous ne me touchez jamais sans raison ? Pourquoi je sens que je dérange juste en existant ?» Les questions qu'elle gardait depuis des années sortaient enfin. Et une fois commencées, elle ne pouvait plus s'arrêter. Madame Dupont embrasse sa fille tous les matins. Monsieur Bernard joue avec ses enfants le dimanche. Mais vous me traitez comme si j'étais comme si tu étais quoi ? La voix d'Odile était devenue glaciale. Comme si je n'étais pas vraiment votre fille. Le silence qui a suivi était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber. Marcel a fermé les yeux, comme s'il voulait disparaître. Odile, elle, est restée parfaitement immobile, mais quelque chose dans son regard a changé. Un flash de panique, puis de colère. « Monte dans ta chambre », a-t-elle répété, mais sa voix tremblait légèrement. « Nous reparlerons de cette insolence demain. » Josette est montée. Mais ce soir-là, quelque chose d'irréversible s'était produit. Elle avait dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas depuis des années. Et la réaction d'Odile, ce moment de panique dans ses yeux, avait confirmé les soupçons de Josette. Il y avait un secret énorme. Et ce secret avait un nom, même si Josette ne le connaissait pas encore. Dans sa chambre, elle a ouvert le tiroir de sa petite table de nuit et a sorti un cahier qu'elle cachait sous des vêtements. Un cahier où elle écrivait tout ce qu'elle remarquait, tous les indices, toutes les incohérences. Des années de petites observations s'accumulaient sur ces pages. Je ne ressemble ni à maman ni à papa. Mes yeux sont noisettes, les leurs sont bleus. Madame Laurent a dit que maman avait eu un miracle tardif, mais je ne l'ai jamais entendu parler de sa grossesse. Papa a failli pleurer l'autre jour quand je lui ai demandé de me raconter le jour de ma naissance. Il a changé de sujet. Il ne montre jamais de photos de moi bébé. Quand je demande, maman dit qu'elles ont été perdues pendant la guerre. Josette a ajouté une nouvelle ligne ce soir-là. Maman a paniqué quand j'ai dit que je ne me sentais pas comme leur fille. Pourquoi ? Elle ne savait pas encore qu'elle découvrirait la réponse, mais elle savait qu'elle était proche. Très proche. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison était tendue. Odile ne parlait pas.
Marcel mangeait son petit déjeuner en silence, évitant soigneusement de croiser le regard de quiconque. Josette attendait une punition, une dispute, quelque chose. Mais rien ne venait. C'était pire que la colère. C'était le silence chargé de tous les non-dits de 13 années. Et puis, une semaine plus tard, Odile a annoncé quelque chose d'inattendu. Nous allons faire prendre une photographie de famille. Monsieur Beaumont a un atelier réputé. Les gens bien font ça. Nous devons montrer que nous sommes une famille stable. Josette a compris immédiatement. Ce n'était pas pour créer un souvenir. C'était pour créer une preuve à montrer aux voisins, aux connaissances, à tous ceux qui pourraient douter. La photographie serait la validation publique du mensonge privé. Et Josette, malgré tout, a accepté d'y aller. Parce qu'elle avait un plan. Elle allait observer, écouter, chercher le moindre indice qui pourrait confirmer ce qu'elle soupçonnait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans cet atelier photographique, quelqu'un allait presque dévoiler la vérité, et que ce moment serait le début de la fin du mensonge qui avait empoisonné toute sa vie. Mais il lui faudrait encore 7 longues années avant que quelqu'un ait le courage d'avouer. 7 années où le silence continuerait à étouffer cette famille. 7 années où Josette grandirait en sachant qu'elle vivait dans une histoire écrite par quelqu'un d'autre. Et quand la vérité sortirait enfin, elle serait plus cruelle que tout ce que Josette avait imaginé. 13 ans avant la photographie. Pour comprendre le mensonge qui a détruit la famille Marceau, nous devons remonter au moment où il a commencé, au moment où une décision prise en quelques secondes a défini le destin de 3 personnes. La guerre venait de se terminer. Lyon, comme toute la France, respirait à peine. Les rues étaient pleines de débris, de gens déplacés, d'enfants orphelins qui erraient sans but. C'était une époque où les certitudes avaient disparu, où les règles normales ne s'appliquaient plus. Des registres municipaux de l'époque, consultables aux archives départementales du Rhône, montrent qu'entre 1944 et 1946, plus de 200 enfants ont été retrouvés abandonnés dans la région lyonnaise. Certains étaient des orphelins de guerre, d'autres avaient été laissés par des mères désespérées. La plupart n'ont jamais retrouvé leur famille d'origine. Josette était l'un de ces enfants. C'était un mardi matin de novembre 1945. Marcel Marceau marchait vers son travail à la métallurgie Durand. Comme tous les matins, la ville était silencieuse, encore endormie dans le froid de l'aube. Et puis il a entendu un bruit faible, presque imperceptible. Un pleur de bébé. Il s'est arrêté, a regardé autour de lui. Le bruit venait d'une ruelle adjacente, près d'un porche d'immeuble. Marcel a hésité. Il était déjà en retard. Il ne voulait pas de problème. Mais le pleur continuait, plaintif, désespéré. Il s'est approché. Et là, enveloppé dans un tissu usé, posé dans une caisse en bois, il y avait un bébé. Une petite fille, peut-être quelques semaines, qui pleurait avec l'énergie du désespoir. À côté de la caisse, un bout de papier avec un seul mot écrit à la hâte. Josette. Marcel a regardé autour de lui. Personne. Pas de mère en pleurs. Pas de témoin. Juste lui et ce bébé abandonné. Sa première pensée a été claire. Je dois l'emmener aux autorités. C'était la chose logique à faire, la chose correcte. Mais en soulevant la caisse, en sentant le poids léger de cette petite vie fragile, quelque chose en lui a hésité. Il l'a ramené chez lui. Quand Odile a ouvert la porte et a vu son mari avec un bébé dans les bras, son visage est passé par plusieurs expressions en quelques secondes. Surprise, confusion, puis quelque chose de plus sombre. Calcul. Marcel, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai trouvée, abandonnée, près de la rue Mercière. Elle pleurait, elle avait froid, je ne pouvais pas la laisser. Alors emmène-la aux autorités. Je voulais d'abord. D'abord quoi? Odile a croisé les bras. Marcel, nous ne sommes pas une œuvre de charité. Nous avons à peine de quoi nous nourrir nous-mêmes. Mais Marcel tenait toujours le bébé. Et pour la première fois dans leur mariage, il a dit quelque chose qui ressemblait à une opposition. Elle va mourir si je la laisse aux autorités. Tu sais comment ça se passe. Les orphelinats débordent. Les enfants disparaissent. Elle mérite mieux. Odile l'a regardé longuement. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit dans son esprit.
Un calcul social complexe s'est mis en place. Elle a pensé à leur mariage sans enfants, aux questions incessantes de la famille, au regard des voisines, à la façon dont on les jugeait, elle surtout, pour ne pas avoir donné d'héritier. Et elle a eu une idée terrible, mais pratique. « Si nous gardons cet enfant, a-t-elle dit lentement, les gens vont supposer que c'est ton bâtard, que tu as eu une aventure et que maintenant tu ramènes la preuve à la maison. Notre réputation sera détruite. » Marcel a pâli. Mais ce n'est pas. Je sais que ce n'est pas le cas. Odile s'est approchée, regardant le bébé avec une expression indéchiffrable. Mais c'est ce que les gens penseront. À moins que quoi? À moins que nous disions qu'elle est notre fille. Que je l'ai eue. Un miracle tardif. Les gens vont nous admirer. Ils vont nous féliciter. Et personne ne posera de questions embarrassantes. Marcel a ouvert la bouche pour protester. Mais Odile a continué, sa voix devenant plus insistante. « Pense-y, Marcel. Nous pourrions lui donner une vraie maison, une vraie famille. N'est-ce pas mieux que de la laisser pourrir dans un orphelinat? Et en même temps, nous arrêtons les commérages sur notre mariage sans enfant. » C'était un argument séduisant, trop séduisant. Marcel voulait croire qu'il faisait cela pour le bien du bébé. Mais une petite voix dans sa tête lui disait qu'il le faisait aussi pour lui-même, pour arrêter d'être regardé avec pitié, pour se sentir normal. « Nous lui dirons la vérité quand elle sera assez grande », a-t-il dit, cherchant à se rassurer. Odile a hoché la tête. Bien sûr, quand elle sera assez grande. Mais elle mentait déjà. Dans son esprit, la vérité ne devait jamais sortir, parce que la vérité signifierait admettre le mensonge. Et Odile Marceau n'admettait jamais ses erreurs. Ils ont déclaré Josette comme leur fille. Des documents officiels, conservés à l'état civil de Lyon, montrent une déclaration de naissance tardive, en décembre 1945, signée par Marcel Marceau, et validée par un médecin de famille qui, contre quelques francs supplémentaires, n'a posé aucune question gênante. Les voisins ont été surpris, mais Odile a joué son rôle à la perfection. « Nous voulions garder le secret jusqu'à être sûrs », disait-elle avec un sourire humble. « Vous savez, à mon âge, les grossesses sont risquées. Mais Dieu a été bon avec nous. Et les gens ont cru, parce que les gens veulent croire aux belles histoires, surtout après des années de guerre. Mais le mensonge avait un prix. Au fil des années, Odile s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas aimer cet enfant comme une vraie mère. Pas parce que Josette n'était pas digne d'amour, mais parce que chaque fois qu'Odile la regardait, elle voyait son propre mensonge. Elle voyait le risque permanent que la vérité soit découverte. Elle voyait la honte potentielle, le scandale, la perte de tout ce qu'elle avait construit. Alors, elle a construit des murs émotionnels. Elle nourrissait Josette, l'habillait, l'éduquait, mais elle ne l'embrassait jamais spontanément, ne la prenait jamais dans ses bras sans raison, ne lui disait jamais « je t'aime » sans que cela sonne comme une obligation sociale. Marcel, lui, voulait compenser, mais Odile le surveillait constamment. Ne la gâte pas trop. Les enfants deviennent capricieux quand on leur montre trop d'affection. Et Marcel, faible face à sa femme, obéissait. Josette a donc grandi dans une maison où elle avait tout ce dont un enfant a besoin, sauf la seule chose qui compte vraiment, se sentir désirée. À 6 ans, elle avait déjà compris qu'elle dérangeait. À 8 ans, elle avait appris à ne rien demander. À 10 ans, elle s'était entraînée à être invisible. Et à 13 ans, quand cette photographie a été prise, elle savait qu'elle était une étrangère dans sa propre famille. Le pacte de silence entre Odile et Marcel s'était renforcé avec les années. Ils ne parlaient jamais de l'origine de Josette. Ils faisaient comme si elle était vraiment leur fille. Mais le non-dit empoisonnait tout. Chaque geste, chaque mot, chaque moment de ce qui aurait dû être une vie de famille normale. Et Josette, sans savoir les détails, sentait le poids de ce mensonge. Elle le portait sur ses épaules comme un fardeau invisible. Elle se demandait ce qu'elle avait fait de mal pour ne pas être aimée comme les autres enfants. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce n'était pas sa faute, que le problème n'était pas elle, que le problème était un choix fait 13 ans plus tôt par 2 adultes qui avaient préféré le confort social à l'honnêteté émotionnelle. Et que bientôt, très bientôt, ce choix allait exploser.
parce qu'un mensonge, même parfaitement maintenu pendant des années, finit toujours par se fissurer. Il suffit d'une question, d'un doute, d'un moment de courage. Le moment approchait. Dans ces temps exactement, quand Josette, devenue jeune femme, oserait enfin demander la vérité. Et quand Marcel, épuisé de mentir, oserait enfin la dire. Mais d'abord, il y avait cette photographie à prendre. Cette photographie qui capturerait le mensonge dans toute sa perfection glacée. Cette photographie que Josette garderait toute sa vie, non pas comme souvenir de famille, mais comme preuve qu'elle avait survécu à 13 ans de fausse vie. 1. 7 ans après la photographie. Josette avait 20 ans maintenant. Elle travaillait comme auxiliaire à la librairie Mola, près de la place Bellecour. C'était un travail modeste, mais elle l'aimait. Entre les pages des livres, elle trouvait des mondes où les familles s'aimaient vraiment, où les secrets finissaient par être révélés, où la vérité, même douloureuse, apportait la libération. Elle rêvait de partir, de voyager, de découvrir qui elle était, loin de l'ombre d'Odile et Marcel. Mais chaque fois qu'elle mentionnait l'idée de prendre son propre appartement, Odile réagissait avec la même phrase glacée. « Tu nous dois tout. Nous t'avons donné une maison, une éducation, un nom. Avoir de la gratitude serait la moindre des choses. » Ce mot, gratitude. Comme si l'amour parental était une dette à rembourser. L'atmosphère dans la maison Marceau était devenue insupportable. Les silences duraient des jours. Les regards s'évitaient. Les repas se déroulaient dans un mutisme tendu, où seul le bruit des couverts sur la porcelaine brisait le vide. Marcel avait vieilli prématurément. À 53 ans, il en paraissait 70. Les cheveux complètement gris, le dos voûté, le regard toujours fuyant. Le poids du mensonge l'écrasait année après année. Parfois, Josette le surprenait à la regarder avec une expression qui ressemblait à du remords. Mais il ne disait jamais rien. Jusqu'à ce soir de mars 1965. C'était un jeudi. Josette était rentrée tard de la librairie. Elle avait accepté de faire l'inventaire avec son patron, Monsieur Garnier, un homme gentil qui lui parlait avec respect, qui reconnaissait son travail. C'était la première fois de sa vie qu'elle se sentait valorisée. Quand elle est entrée, Marcel l'attendait dans le salon, seul. Odile était sortie pour une réunion du comité paroissial. C'était rare d'être seul, lui et elle. Habituellement, Odile veillait à ce qu'il n'ait jamais de vraies conversations. « Josette, assieds-toi s'il te plaît. » Sa voix tremblait. Josette s'est assise, le cœur battant. Quelque chose dans l'air était différent, chargé, comme avant un orage. « Je dois te parler de quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Les mains de Marcel tremblaient. Il les a jointes pour les stabiliser, mais le tremblement a continué. Josette attendait, tous ses sens en alerte. C'était le moment qu'elle avait attendu pendant 20 ans sans savoir qu'elle l'attendait. « Tu te souviens de cette photographie qu'on a fait prendre en 1958 ?» Josette a hoché la tête. Elle pensait souvent à cette photo. Elle était accrochée dans le couloir, témoin silencieux d'un mensonge que tout le monde faisait semblant de croire. Cette photo devait montrer que nous étions une vraie famille. C'était l'idée d'Odile. Pour arrêter les questions, pour maintenir l'apparence. L'apparence de quoi? Marcel a fermé les yeux. Une larme a glissé sur sa joue. Josette ne l'avait jamais vue pleurer. Josette, tu n'es pas née dans cette maison. Le silence qui a suivi était absolu. Josette sentait son cœur battre si fort qu'elle entendait le sang pulser dans ses oreilles. Elle savait. Elle avait toujours su. Mais entendre les mots prononcés à voix haute était différent. C'était réel, irréversible. Je t'ai trouvé. Un matin de novembre 1945. Tu étais abandonné dans une ruelle. Il y avait juste ton nom sur un bout de papier. Josette. Rien d'autre. Pas de nom de famille. Pas de lettre. Pas d'explication. Les larmes coulaient librement sur le visage de Marcel maintenant. Des années de culpabilité sortaient enfin. Je voulais t'emmener aux autorités. C'était la chose à faire, mais j'ai hésité. Et quand je t'ai ramené ici, Odile a eu cette idée. Elle a dit que nous pourrions prétendre que tu étais notre fille, que ça arrêterait les commérages sur notre mariage sans enfant.
que ce serait mieux pour toi aussi. Vous avez menti. La voix de Josette était plate, sans émotion. Le choc était trop grand pour la colère. Oui, nous avons menti. Je me suis dit que nous te dirions la vérité quand tu serais plus grande. Mais Odile refusait. Elle disait que c'était trop dangereux, que les gens nous jugeraient, que tu nous jugerais. Et plus les années passaient, plus c'était impossible de revenir en arrière. Donc pendant 20 ans, vous m'avez laissé croire que j'étais votre fille, que j'appartenais à cette famille, alors que tout était un mensonge. Je suis désolé. Marcel sanglotait maintenant. Je suis tellement désolé, Josette. J'aurais dû être plus fort. J'aurais dû dire la vérité depuis le début. Mais j'avais peur. Peur d'Odile. Peur du scandale. Peur de te perdre. À ce moment, la porte d'entrée s'est ouverte. Odile était rentrée plus tôt que prévu. Elle est entrée dans le salon et a immédiatement compris. Le visage de Marcel, les larmes, l'expression de Josette. « Marcel, qu'as-tu fait ?» Sa voix était glaciale. Mais pour la première fois, Josette a vu quelque chose derrière cette glace. De la peur, de la panique. Odile, la femme qui contrôlait tout, qui planifiait tout, venait de perdre le contrôle. « Je lui ai dit la vérité », a répondu Marcel d'une voix faible. Elle méritait de savoir. Odile s'est tournée vers Josette. « Tu ne comprends pas. Nous avons fait ça pour toi, pour te protéger, pour te donner une vraie vie. Pour me protéger ?» Josette s'est levée. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de nouveau dedans, de la force. « Vous m'avez protégé contre quoi? Contre la vérité? Contre savoir qui je suis vraiment? Nous t'avons donné un nom, une maison, une famille? » Non, Josette l'a interrompu. « Vous m'avez donné un mensonge, une histoire inventée. J'ai grandi en me sentant étrangère dans ma propre maison parce que je l'étais vraiment. Et vous le saviez, vous l'avez toujours su. » Odile a voulu parler, mais Josette a continué. « Vous savez ce qui est le pire? Ce n'est pas que vous m'ayez menti, c'est que vous ne m'avez jamais aimé. Pas vraiment. Parce que chaque fois que vous me regardiez, vous voyiez votre mensonge, votre risque, votre honte potentielle. Ce n'est pas vrai. » La voix d'Odile était cassée maintenant. « Si, c'est vrai, et vous le savez. » Josette est montée dans sa chambre. Elle pouvait entendre Odile et Marcel se disputer en bas, mais elle ne les écoutait plus. Elle a sorti une petite valise et a commencé à mettre ses affaires dedans. Pas beaucoup. Elle n'avait jamais eu beaucoup. Quand elle est redescendue, Marcel était assis sur le canapé, la tête dans les mains. Odile se tenait près de la fenêtre, dos tourné, épaules rigides. « Je pars », a dit Josette. Marcel a levé la tête. « Où vas-tu aller ?»« À Paris. J'ai une amie qui peut m'héberger le temps que je trouve du travail. »« Josette, s'il te plaît. » Marcel s'est levé. « Ne pars pas comme ça. Nous pouvons arranger les choses. » Josette l'a regardé. Cet homme qui l'avait trouvé, qui avait voulu bien faire, mais qui avait manqué de courage pendant 20 ans. Elle aurait pu le haïr, mais elle ne ressentait que de la pitié. « Vous voulez savoir quelque chose ?» a-t-elle dit doucement. « Si vous m'aviez dit la vérité quand j'étais petite, je serais restée. J'aurais été reconnaissante. J'aurais compris. Mais maintenant... Maintenant, je dois partir, pas par colère, mais parce que j'ai besoin de découvrir qui je suis vraiment, loin de votre mensonge. » Elle est passée devant Odile sans la regarder. Mais au moment de franchir la porte, Odile a dit quelque chose, d'une voix si basse que Josette a failli ne pas entendre. « J'ai eu peur. Toute ma vie, j'ai eu peur. Peur du jugement, peur de la honte, peur d'aimer quelque chose que je pourrais perdre. Alors j'ai choisi de ne rien aimer du tout. » Josette s'est arrêtée. Elle aurait pu répondre. Mais qu'y avait-il à dire? Odile venait d'admettre qu'elle avait sacrifié l'amour pour la peur. Et cette confession, même tardive, ne changeait rien. Josette a franchi la porte. La nuit de mars était froide, mais elle s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, elle respirait librement. Elle n'était plus Josette Marceau, la fille du mensonge. Elle était juste Josette. Et elle allait découvrir ce que cela signifiait. Paris, 1965. Josette est arrivée dans la capitale avec une valise légère et un cœur encore plus lourd. Mais pour la première fois de sa vie, ce poids était le sien.
pas celui d'un mensonge imposé par d'autres. Elle a trouvé une petite chambre de bonne dans le Marais, 6e étage sans ascenseur. Son amie Marie, qu'elle avait connue lors d'une formation, l'a aidée à trouver du travail dans une librairie du quartier latin. Le salaire était modeste, mais c'était le sien. Gagné par son propre travail, sa propre valeur. Les premiers mois ont été difficiles. La nuit, Josette se réveillait parfois en pensant à Lyon, à Marcel qui pleurait, à Odile qui admettait enfin sa peur. Mais elle ne regrettait pas son choix. Partir n'était pas une fuite, c'était une libération. Des lettres de Marcel arrivaient régulièrement. Il écrivait toujours de la même écriture tremblante, des mots maladroits où il tentait d'expliquer l'inexplicable. Il parlait de regrets, de remords, de tout ce qu'il aurait dû faire différemment. Josette lisait ses lettres mais ne répondait pas toujours. Elle avait besoin de temps, de distance, d'espace pour respirer. Odile n'écrivait jamais. Pendant 13 ans, Josette a construit sa vie à Paris. Elle est devenue gérante de la librairie. Elle a voyagé en Italie, en Espagne. Elle a appris à se connaître loin du regard qu'il avait jugé toute son enfance. Elle s'est découvert une passion pour la poésie. Elle a même écrit des textes courts sur l'identité, l'appartenance, les mensonges familiaux. Elle ne s'est jamais mariée. Quand on lui demandait pourquoi, elle répondait simplement « Je construis d'abord ma propre maison intérieure. Le reste viendra si ça doit venir. » Les lettres de Marcel continuaient. Moins fréquentes avec les années, mais toujours présentes. En 1975, il écrivait « Je suis fier de la femme que tu es devenue. Tu as eu plus de courage à 20 ans que je n'en ai eu de toute ma vie. » Et puis, en janvier 1978, une lettre est arrivée. Mais ce n'était pas l'écriture de Marcel, c'était celle d'un notaire de Lyon. « Madame Marceau, c'est avec regret que nous vous informons du décès de Monsieur Marcel Marceau, survenu le 15 janvier 1978, d'une crise cardiaque. Conformément à ses dernières volontés, nous vous prions de nous contacter concernant sa succession. » Josette a tenu la lettre longtemps. Marcel était mort, l'homme qu'il avait trouvé, qui avait voulu bien faire mais qui avait manqué de force. Elle ne l'avait pas revu depuis 13 ans. Et maintenant, il était trop tard. Elle a pleuré. Non pas pour le père qu'il n'avait jamais vraiment été, mais pour l'homme qu'il aurait pu être s'il avait eu plus de courage, pour toutes les conversations qu'il n'avait jamais eues, pour tous les moments perdus dans le silence et la peur. Elle n'est pas allée à l'enterrement. C'était trop tôt, trop douloureux. Elle a envoyé des fleurs avec une carte simple, pour celui qui m'a trouvé. Repose en paix. 6 mois plus tard, en juillet 1978, une autre lettre est arrivée. Cette fois, c'était l'écriture d'Odile. Une écriture toujours impeccable, même si légèrement tremblante maintenant. « Josette, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu la recevras. Mais je dois l'écrire. Marcel est parti. La maison est vide. Et pour la première fois de ma vie, je me rends compte de ce que j'ai fait. Je t'ai volé ton enfance. Non pas en te trouvant, mais en ne t'aimant pas comme tu méritais d'être aimé. J'ai choisi la peur plutôt que l'amour, l'apparence plutôt que la vérité. Et aujourd'hui, je suis seul avec les conséquences de ces choix. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne mérite pas ton pardon. Mais si tu trouves en toi la force de venir me voir, j'aimerais te dire certaines choses. Pas pour me soulager, mais pour te libérer. Si tu ne viens pas, je comprendrai. Tu me dois rien. Tu ne m'as jamais rien dû. » Odile Josette a lu cette lettre plusieurs fois. Elle aurait pu la déchirer. Jeter le passé définitivement. Mais quelque chose dans ces mots l'a touchée. L'honnêteté brutale. L'absence d'excuses. La reconnaissance simple mais totale de l'erreur. Elle a pris le train pour Lyon un samedi d'août. La maison de la rue de la République n'avait pas changé. Mais elle semblait plus petite, moins menaçante. Josette a frappé à la porte. Quand Odile a ouvert, Josette a eu un choc. La femme devant elle avait vieilli de 20 ans. Cheveux complètement blancs, corps frêle, mais surtout, le regard. Ce regard autrefois si dur, si contrôlant, était maintenant juste fatigué. « Tu es venue ?» a dit Odile, et sa voix s'est brisée. Elles se sont assises dans le salon. Le même salon où Marcel avait avoué la vérité 13 ans plus tôt. Odile a servi du thé avec des mains tremblantes, et puis elle a parlé.
Quand Marcel t'a ramené cette nuit de 1945, j'ai eu peur. Peur de ce que les gens diraient, peur de la honte. Mais j'ai aussi pensé que peut-être je pourrais enfin être comme les autres femmes, avoir un enfant, être normale. Elle a bu une gorgée de thé pour se donner du courage. Mais je ne savais pas comment aimer. Mes parents ne m'ont jamais montré. Mon père ne parlait que de réputation et d'honneur. Ma mère était froide comme du marbre. J'ai grandi en apprenant que l'amour était une faiblesse, que montrer ses émotions était dangereux. Alors quand tu es arrivé, je ne savais pas quoi faire de toi. Je voulais te protéger, mais je ne savais pas comment sans risquer de montrer de la vulnérabilité. Alors j'ai construit des murs. Et plus les années passaient, plus ces murs devenaient hauts, jusqu'à ce qu'ils deviennent une prison. Pour toi, mais aussi pour moi. Josette écoutait en silence. Elle voyait Odile différemment maintenant. Non plus comme le monstre de son enfance, mais comme une femme brisée par sa propre éducation, prisonnière de ses propres peurs. « Je ne peux pas effacer ce que je t'ai fait », a continué Odile. « Je ne peux pas te rendre l'enfance que tu mérites, mais je peux te dire la vérité complète, la seule chose que Marcel ne savait pas. » Josette a froncé les sourcils. « Quoi ? » ?»« J'ai cherché. Après que tu sois parti, j'ai cherché d'où tu venais. Qui étaient tes parents ? J'ai contacté les archives, les hôpitaux, les églises, et j'ai trouvé quelque chose. » Odile est allée chercher une enveloppe dans un tiroir. Elle l'a tendue à Josette avec des mains tremblantes. « Ta mère s'appelait Élise Beaumont. Elle avait 17 ans quand tu es née. Elle était la nièce du photographe qui nous a fait le portrait en 1958. C'est pour ça qu'il t'a regardé bizarrement ce jour-là. Tu ressembles à ta mère. » Josette a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une photo d'une jeune femme. Cheveux sombres, yeux noisettes. Le même visage que celui que Josette voyait dans le miroir. « Elle est morte en couche », a dit Odile doucement. Son père, un soldat allemand, était déjà reparti. Sa famille avait honte. Alors ils t'ont abandonné. Mais elle t'a donné un nom avant de mourir. Josette. Le nom de sa grand-mère. Des larmes coulaient sur le visage de Josette. Enfin, elle savait. Elle n'était pas juste un bébé abandonné. Elle avait une histoire, une mère qui l'avait nommée, une origine. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Parce que te dire cela aurait signifié admettre que j'avais menti. Et j'avais trop peur. Mais maintenant Marcel est parti. Je n'ai plus rien à perdre. Alors je te donne ce que j'aurais dû te donner depuis le début. La vérité. Elles sont restées assises en silence pendant un long moment. Puis Josette a dit quelque chose qui a surpris même elle-même. Merci. Pour m'avoir gardé. Pour m'avoir donné un toit. Même si tu ne savais pas comment aimer, tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais faire. Ce n'était pas du pardon. Pas complètement. Mais c'était de la reconnaissance, de la compréhension, de l'acceptation que les gens sont imparfaits, que parfois, les erreurs ne viennent pas de méchanceté mais de peur et d'ignorance. Odile est morte 3 mois plus tard, en novembre 1978, paisiblement, dans son sommeil. Josette est revenue pour l'enterrement cette fois. Elle a même parlé devant les quelques personnes présentes. Elle a parlé d'une femme qui avait eu peur toute sa vie, qui avait fait des erreurs, mais qui, à la fin, avait trouvé le courage de dire la vérité. Après l'enterrement, Josette est retournée dans la maison une dernière fois. Elle a décroché le portrait de 1958 du mur du couloir. Cette photographie qui montrait 3 personnes liées par un mensonge. Elle l'a regardée longtemps. Et pour la première fois, elle a compris ce qu'elle voyait vraiment. Pas une famille parfaite, mais 3 personnes perdues dans leur propre peur. Odile, terrifiée du jugement. Marcel, paralysé par sa faiblesse. Et elle-même. Josette, cherchant désespérément à appartenir. Elle a emporté la photo à Paris. Aujourd'hui, cette photographie se trouve dans son appartement du Marais, posée sur une étagère à côté de la photo de sa vraie mère, Élise. 2 images, 2 histoires. L'une de mensonge, l'autre de vérité, mais les 2 parties de qui elle est. Josette a maintenant 65 ans. Elle a écrit un livre sur son histoire, publié en 1995. Un livre sur les mensonges familiaux, les secrets, et le courage qu'il faut pour choisir la vérité plutôt que le confort.
Le livre a touché des milliers de personnes qui se reconnaissaient dans son parcours. Quand on lui demande si elle a pardonné à Odile et Marcel, elle répond toujours la même chose. Le pardon n'efface pas la douleur, mais il la transforme en quelque chose d'utile. Ma douleur est devenue ma force. Mon mensonge est devenu ma vérité. Et la photographie de 1958, elle la regarde parfois, non plus avec colère ou tristesse, mais avec gratitude, parce que cette image lui rappelle d'où elle vient. Et surtout, elle lui rappelle qui elle a choisi de devenir. Pas Josette Marceau, la fille du mensonge. Pas même Josette Beaumont, la fille abandonnée. Mais simplement Josette. Une femme qui a transformé la peur des autres en son propre courage. Qui a pris le mensonge et en a fait une vérité. Qui a survécu non pas malgré son histoire mais grâce à elle. Parce que parfois, les pires mensonges deviennent les meilleures leçons. Et les secrets les plus douloureux deviennent les vérités les plus libératrices. Il suffit d'avoir le courage de les affronter, de les accepter, et de choisir de vivre sa propre histoire plutôt que celle qu'on nous a imposée. C'est ce que Josette a fait, et c'est ce que cette photographie de 1958 représente maintenant. Non pas la preuve d'un mensonge, mais la preuve qu'on peut survivre au mensonge et en sortir plus fort, plus vrai, plus soi-même. Avant de refermer cette histoire, rappelons une chose essentielle. Ce récit est une œuvre fictionnelle, dramatisée et inspirée de réalités humaines que beaucoup ont vécues sans jamais pouvoir les nommer. Il nous rappelle que les secrets gardés trop longtemps ne protègent pas, ils enferment, et que la vérité, même tardive, n'efface pas la douleur, mais peut transformer une vie marquée par le silence en un chemin de compréhension et de liberté intérieure. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir. Pensez-vous qu'un mensonge peut être justifié s'il est censé protéger quelqu'un? Quelle trace un secret familial peut-il laisser sur une vie entière? Et selon vous, vaut-il mieux une vérité douloureuse ou un confort bâti sur le silence? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez le mot vérité dans les commentaires. Cela nous permettra de savoir que vous avez traversé cette histoire jusqu'au bout. Dites-nous aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et si vous le souhaitez, partagez une ancienne histoire de votre famille ou de vos ancêtres. Un souvenir, un secret, un silence transmis. Votre récit pourrait inspirer une prochaine histoire sur cette chaîne. Et nous vous en remercions sincèrement. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires et n'hésitez pas à commenter ou à partager. Cliquez également sur la carte finale pour découvrir les autres récits qui vous attendent. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, de ressentir et de réfléchir avec nous.